Bonjour à tous, c'est Kostia qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer et configurer un Linux qui tourne en VM sur sa machine et qui va être destiné à des applications web. Donc tout d'abord, quel est l'avantage d'utiliser une VM plutôt qu'une application comme MAMP pour Mac ou EasyPHP ou WAMP ou toute autre application similaire? Bah tout simplement, ça permet de tester une application, qu'elle soit PHP, que ce soit un site en HTML ou autre, dans des conditions réelles de serveur. C'est-à-dire que on est tous à savoir, donc en tant que développeur, que on va pas développer pareil euh, quand on tourne sur une base Windows ou qu'on soit directement en relation avec un serveur tournant sur une base Unix. Au niveau des chemins, c'est plus pareil. Sur Windows, on a des backslash, sur Linux, on a des slash. Si on développe directement sur Linux, ça pose beaucoup moins de soucis et ça permet de tester son application web en conditions réelles. Donc voilà. On va commencer donc tout de suite. Petite précision, donc on va installer un OS Debian 6 en 64 bits et pour cela j'ai décidé d'utiliser un utilitaire open source et gratuit qui s'appelle Oracle VirtualBox. Voilà, donc disponible sur le site de VirtualBox. Donc encore une fois, les liens seront disponibles en dessous du tutoriel. Bien évidemment. Voilà, donc on va commencer par aller chercher l'ISO de Debian. Pour cela, rien de plus simple, nous allons tout simplement ouvrir notre navigateur et nous rendre sur le site de debian.org. Voilà, et là tout simplement nous allons cliquer sur télécharger Debian 6, rien de plus simple. On peut bien sûr appuyer sur obtenir Debian et choisir un serveur donc optimal pour sa connexion, mais l'ISO ne fait que 400 mégas, alors quelques minutes de plus, c'est pas si grave, donc voilà. Moi, comme j'ai déjà téléchargé, je ne vais pas le refaire, voilà, donc nous allons nous y coller directement, voilà. Donc nous allons ouvrir donc VirtualBox, qui est similaire donc pour toutes les plateformes, hein, que ce soit Linux, Mac ou Windows, hein, c'est pratiquement la même interface. Donc pour les utilisateurs Windows, ne vous inquiétez pas, vous ne serez absolument pas perdu. Voilà, donc on va appuyer sur New. Voilà, donc on va appuyer sur Suivant. Donc le nom de notre machine, bah, moi je vais l'appeler Test. Voilà. Donc nous allons sélectionner bien sûr Linux en système d'exploitation et en version, ça sera du Debian 6. Voilà, donc Debian 64 bytes, c'est parfait. On va appuyer sur Suivant. Donc en quantité de RAM, Debian ne prend pas énormément de RAM. Tout dépend ce que vous installez. Si vous voulez installer l'interface graphique, je vous conseille de mettre 1 Go de RAM tout au plus. Si vous n'utilisez pas l'interface graphique, 512 mégas de RAM suffiront amplement à faire tourner votre machine sans aucun souci. Donc nous allons pouvoir continuer. Voilà, donc nous allons créer un nouveau disque dur virtuel, bien évidemment. Donc là, le format est égal, hein, on va prendre le format plébiscité par VirtualBox. Et là, important, donc on va mettre dynamiquement alloué, car si on met taille fixe, on va devoir attendre X nombre de dizaines de minutes, hein, suivant les machines, pour que la taille fixe soit allouée. Donc là, on va pouvoir mettre 8 Go, hein, c'est amplement suffisant pour ce qu'on va faire. Voilà, donc on va créer la machine, et voilà. Donc ici, on va réappuyer sur créer, et voilà, donc là vous pouvez voir ici le récapitulatif de votre ordinateur, donc votre VM. Donc moi je vais rentrer dans la configuration, car je veux que mon Debian puisse se connecter à Internet. Donc ça va être important par la suite pour installer les paquets. Donc vous pouvez voir qu'ici on peut modifier les caractéristiques de notre machine. Donc si on veut émuler un lecteur disquette, on peut choisir le type de chipset qui va être simulé. Donc on peut choisir le nombre de cœurs qui vont être alloués. On peut aussi
émuler des paramètres d'accélération, donc matérielle. Au niveau de l'affichage, pareil, on peut choisir le nombre d'écrans, on peut activer l'accélération 3D, 2D et avoir accès à distance sur la machine. Donc ça, pratique pour les gens qui veulent délocaliser leur VM. Au niveau du stockage, pareil, donc nous pouvons rajouter des contrôleurs ou les supprimer. Donc là, on va en profiter pour faire une chose, c'est on va tout simplement choisir rapidement le fichier ISO donc on a téléchargé, voilà, comme ça c'est fait, il va pas nous le demander après. Donc on sélectionne l'ISO, on appuie sur ouvrir et voilà. Donc là l'ISO est monté, donc dès qu'on va démarrer notre machine, il va être amorcé sur cet ISO là. Au niveau du son pareil, si vous voulez, moi je vais le désactiver car on n'en aura pas besoin, mais si vous voulez virtualiser un Windows ou un Ubuntu ou tout autre système qui nécessite une carte son, donc voilà, vous pouvez ici, comme vous pouvez le voir, choisir le type de carte son que vous voulez émuler, donc ça c'est assez sympa. Et là on va s'attarder rapidement sur la notion de carte réseau virtualisée. Donc là on peut avoir au choix plusieurs cartes ici, donc moi je vais choisir donc ici l'accès par pont. Voilà, donc sur l'AirPort qui est la carte Wi-Fi de, de Apple. Voilà, donc ici on peut émuler des ports série ou des ports USB, donc ça on n'aura pas besoin. Et un point entre guillemets essentiel, si vous virtualisez un autre système que Linux, que ce soit Windows ou autre, vous pouvez partager des dossiers entre votre machine réelle, donc le système d'exploitation de l'ordinateur, et le système que vous utilisez. Donc c'est assez sympa. Voilà, donc on a fini la configuration, on va pouvoir démarrer notre machine virtuelle. Voilà, donc là ici il nous indique donc comment on va pouvoir prendre la main sur la machine et par la suite revenir sur notre système. Donc là je vais vous expliquer rapidement. Par exemple, si je clique ici, donc là je suis dans la machine, et si je fais un CMD gauche, je vais pouvoir retourner sur mon OS. Voilà. Donc là, moi j'ai sélectionné le 64 bytes, donc on va faire un 64 bits install. Voilà. Donc là, on va ne plus afficher ce message. Ici, on va sélectionner donc tout simplement l'anglais, car c'est la langue la mieux représentée dans Linux, hein, parce que les traductions en français ne sont pas hyper bien, et puis des fois il nous sort des messages d'erreur, on a du mal à comprendre. Donc moi je vais sélectionner mon pays qui est la Suisse, hein, comme ça il va pouvoir choisir les serveurs de téléchargement les mieux faits. Donc là on va pouvoir choisir le set de caractères, donc United States pour nous, et là on va pouvoir choisir notre clavier. Donc moi c'est du clavier Quartz, donc voilà, on va avancer gentiment dans l'installation de Debian. Donc comme vous pouvez le constater, bon, ça va un peu moins vite que sur une machine standard, mais bon, j'ai eu quelques soucis de disque il n'y a pas longtemps, donc du coup j'ai dû remplacer par un vieux disque SATA qui doit avoir 5 ans, donc du coup c'est un petit peu moins vite. Donc là, ici il va nous proposer de mettre un hostname, donc moi ma machine je l'avais appelé test, donc ici on va tout simplement mettre test, voilà. Donc domain name home, bien sûr si vous êtes en entreprise vous mettez le nom de domaine donc de l'entreprise, mais ici donc on est dans un milieu domestique entre guillemets, donc on va pouvoir laisser home. Donc là on va choisir notre password root, donc moi ça va être très simple, hein, tout simplement 1 2 3 4, voilà, pour éviter de s'embêter. Donc bien sûr si vous faites un vrai serveur, ne mettez pas 1 2 3 4 en mode passroot, hein, vous aurez l'air fin. Donc là en user, donc on va mettre tout simplement user, car Linux par défaut crée un autre utilisateur que l'utilisateur root pour des questions de sécurité. Voilà. Donc là, encore une fois, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5 pour changer. Voilà, parfait. Donc là, on va poursuivre l'installation. Voilà, donc il est en train tout simplement de loader les paramètres. Donc ici, on va tout simplement lui demander de prendre tout l'espace.
et tous les dossiers dans la même partition, ça va nous faciliter la tâche par la suite. Voilà, donc la finish, ici yes, et voilà. Donc là il partitionne, il formate nos disques, c'est parfait. Ah, donc ça prend un petit peu de temps, il est en train d'installer le système de base. Donc pendant ce temps-là, je vais plus amplement vous parler de ce qu'on va faire. C'est-à-dire que on va finir l'installation de Debian, on va mettre à jour notre Linux, nous allons installer un serveur Apache, un serveur PHP 5 et un serveur MySQL. Et par la suite, nous allons installer et configurer PHPMyAdmin. Comme ça, vous aurez toutes les clés en main pour pouvoir très simplement avoir accès à votre serveur et sans trop vous embêter avec les commandes SQL. Bah c'est pas très plaisant, surtout quand on s'y connaît pas vraiment. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, donc tout en bas à droite de mon écran, je me suis fait un petit mémo. Donc je précise que je ferai un petit PDF avec les différentes commandes et leur utilité. Hein. Comme ça ferait un petit mémo pour les gens qui veulent reproduire l'expérience plus tard. Car j'ai remarqué que dans plein de tutoriels, on est obligé d'à chaque fois retrouver la page, aller rechercher les commandes, et c'est particulièrement embêtant, surtout quand on a du mal à se rappeler les commandes, donc elles sont pas très compliquées. Et c'est clair que quand on fait ça 2 fois dans l'année, on va pas forcément se souvenir de toutes les commandes. Donc voilà, ici vous aurez un petit PDF qui va vous expliquer le pourquoi du comment de chaque commande, et surtout avoir un petit mémo au cas où. Voilà. Et un bête résumé de ce qu'il faut faire pour installer proprement sa VM sur sa machine sans trop se casser la tête. Donc vous aurez un résumé de du tutoriel sur les ressources. Voilà, c'est parfait. Donc là il installe le système. Donc moi je vais marquer une petite pause, hein, le temps qu'il installe le système, car à ce rythme-là on risque d'y passer 1 heure et demie. Donc vu le taux de transfert du vieux disque qui tourne là, ça va être sport. Donc je vous dis à tout à l'heure tout le monde. Voilà, donc je viens de finir l'installation à l'instant même. Donc on va pouvoir configurer et installer les différents packages que je vous expliquerai au fur et à mesure à peu près de quoi il s'agit. Donc là, pour moi ici, je prends mon pays, donc c'est la Suisse pour le choix des serveurs. Donc là, je vais prendre le mirrorswitch.ch que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc là, on n'a pas de proxy, donc si vous avez un proxy, hein, bien évidemment, vous rentrez les données, donc comme c'est marqué juste au-dessus, voilà. Donc là, il va aller chercher les listes des paquets, voilà. Donc on va attendre 30 secondes histoire qu'il le fasse. Normalement, ça va assez vite. Voilà, parfait. Donc là, ça avance bien déjà. Donc voilà, on va pouvoir continuer. Donc juste pour préciser, là je suis actuellement avec un Core i7 4 Go de RAM. Donc voilà, pour vous dire que cette opération est vraiment à la portée de tout le monde et toutes les machines. Bon, quand je dis toutes les machines, je parle de toutes les machines entre guillemets normales, hein. C'est clair qu'on va pas s'amuser à essayer de virtualiser sur du Pentium 4, ça serait une perte de temps. Ça marcherait, mais ça serait vraiment une perte de temps, quoi. On aurait meilleur temps de se, on aurait meilleur temps de développer avec EasyPHP, parce que là, c'est clair qu'il y aurait juste, il y aurait pas assez il y aurait pas assez de CPU, il y aurait pas assez de mémoire pour faire tenir VirtualBox de manière correcte, voilà. Donc voilà, comment dire. C'est une opération pas très compliquée, vous avez bien vu, hein, c'est pas inhumain, surtout quand on a fait sa petite note avec ses commandes pour éviter de se planter, parce que bon, c'est clair que ça prend souvent du temps d'aller rechercher les bonnes commandes, hein, donc voilà.
Là, il va vite configurer donc les packages de VirtualBox, hein, ça c'est ce qu'on appelle les packages guest, c'est-à-dire que VirtualBox intègre une fonction qui est tout simplement de, comment dire, ouais, d'être en adéquation avec le logiciel, donc qui va pouvoir nous permettre de faire des copier-coller d'un système à l'autre, mais ça on va pas l'utiliser car on va se connecter en SSH sur notre machine. Alors, pourquoi se connecter en SSH? Ben, tout simplement parce que c'est beaucoup plus pratique de passer par le terminal ou par un client SSH n'importe, hein, que ce soit Putty, que ce soit Kitty, que ce soit n'importe. Donc voilà. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est plus pratique. Après, vous pouvez décider de passer par la machine en local. C'est votre décision. Donc ici, voilà, on arrive au point intéressant entre guillemets de l'installation. Donc ici, on va pouvoir choisir les différents services qu'on va installer avec notre Debian. Donc nous, on va tout désactiver, sauf le serveur SSH, car c'est le seul qu'on va installer de base. Voilà. Donc ici, on va tout simplement appuyer sur continuer. Donc là, ce sera vraiment le minimum vital entre guillemets du système, donc ce qui va nous permettre d'alléger au maximum, hein, car l'environnement graphique du bureau, bah franchement pour ce qu'on va en faire, en tout cas ça ne sert pas à grand chose. Après certains peuvent décider de l'utiliser pour à d'autres fins, donc ça va pas vraiment empêcher pour nous de configurer le serveur, donc libre à vous de voir si vous voulez installer l'interface graphique ou pas, mais juste une petite précision. Là, on a téléchargé 106 paquets, ça c'est un pour le service de base. L'interface graphique sauf erreur fait pas loin de 2000 à 2500 paquets, donc si vous virtualisez en 512 mégas de RAM et que vous n'avez pas beaucoup de bande passante, je vous dis franchement bonne chance, quoi. Moi je m'en souviens, j'y avais passé quand même 10 minutes rien que pour le téléchargement et l'installation des paquets, mais bon là j'étais chez des amis sur un wifi juste déplorable, donc voilà. Donc bref, un petit troll comme ça, hein, c'était en France, hein, donc du coup j'ai pleinement pris conscience de la problématique des connexions françaises. Franchement, je vous plains, mais bon, hein, vous survivez. On n'est quand même pas à l'époque du 56K où il nous fallait 6 heures pour télécharger 25 mégas, donc voilà, c'est pas si grave, c'est pas si grave. Donc voilà, là il a fini de télécharger des paquets, donc là il va installer Grub. Donc Grub tout simplement, donc pour ceux qui connaissent pas Linux, Grub tout simplement hmm, le logiciel qui va permettre d'amorcer, de démarrer Linux. Donc sans Grub, on ne va pas pouvoir démarrer le, le Linux tout simplement, hein. C'est comme le BIOS sur une carte mère, hein, tout simplement. Donc on peut avoir la machine qu'on veut. S'il manque le BIOS, eh ben, votre ordinateur est tout simplement une jolie boîte en aluminium qui fait du bruit et qui s'allume, mais, mais en gros il ne vous sert à rien. Voilà. Donc là, on peut remarquer qu'il a fini l'installation, donc on va tout simplement appuyer sur continuer. Il va automatiquement éjecter le disque de VirtualBox et il va redémarrer notre machine. C'est là qu'on va commencer la config. Voilà, c'est parfait. Donc ici, on va pouvoir appuyer sur entrée pour le Linux de base. Le mode dépannage, c'est vraiment si vous avez des soucis avec votre système, vous allez pouvoir lancer un recovery depuis là. Donc voilà. C'est là que s'arrête, en tout cas pour moi, l'utilisation donc de la fenêtre ici de test. Petite précision, donc si vous ne connaissez pas l'IP de votre VirtualBox, donc ce qui va nous être pratique après pour nous connecter en SSH, on va tout simplement se connecter. Alors 1, 2, 3, 4, voilà, et on va lancer la commande ifconfig. Voilà. Donc ça sera dans le PDF, hein, le ifconfig. Donc là on peut voir tout simplement sur ETH0 que notre adresse c'est 192.168.1.52. Voilà. Donc là on va pouvoir faire un logout.
pour préserver de la mémoire. Et voilà, donc moi je vais switcher comme ça, car j'ai un superbe utilitaire ici qui va me permettre de me connecter rapidement. Alors 168.1.52 sur le port 22 à 40 route et mot de passe 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc voilà, on va pouvoir débuter notre config par la téléchargement et l'installation des différents paquets qui vont nous être requis pour l'installation du système. Voilà. Donc, on va commencer par un apt-get upgrade. Donc ça va tout simplement nous servir à télécharger les dernières listes de paquets sur le serveur qu'on avait sélectionné auparavant. Après upgrade, on va faire update. Voilà, donc là ça va tout simplement nous permettre de mettre à jour les paquets de notre Linux, voilà. Donc là visiblement le Linux a l'air à jour, donc là c'est parfait. On va pouvoir commencer l'installation des paquets, et là je vais tout simplement faire un copier-coller des commandes que j'ai tapées tout à l'heure pour éviter de retaper les 15 paquets, hein, voilà. Allez, merde, oui d'accord. Bienvenue sur Mac. Hein. Voilà, c'est parfait. Donc apt-get installe la page de parfait. Voilà. Donc là, on va taper Y pour dire qu'on accepte le téléchargement. Et là, c'est parti. Il a commencé de télécharger tous les paquets et il va commencer à les installer. Voilà. Donc après, on verra qu'on a pratiquement pas de configuration à faire, sauf pour le serveur MySQL où il va falloir qu'on rentre un mot de passe route. Mais pour tout le reste, ça se configure pratiquement automatiquement. Donc là, le mot de passe route de mon MySQL, ça va être 1, 2, 3, 4. C'est très 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 recherché. Donc là, on confirme et voilà. Donc là, il installe notre MySQL. Donc par contre, le mot de passe route de votre MySQL, il faut absolument pas l'oublier, parce qu'après, si vous l'oubliez, au mieux vous êtes bon pour une réinstall. Si vous êtes un peu bidouilleur, vous pouvez essayer de récupérer le truc, mais alors bonne chance quoi. Donc du coup, ce mot de passe route, faut vraiment y tenir. Et je précise que c'est une précision, je vous conseille d'utiliser les générateurs de mots de passe aléatoires pour vos mots de passe route du serveur et le mot de passe route du MySQL si vous êtes sur un vrai serveur. Donc si vous louez un dédié pour vos applications web, je vous conseille fortement d'utiliser les générateurs de mots de passe parce que ils permettent une sécurité maximum pour au final vous garantir que vous serez pas grillé parce que vous aurez mis votre date de naissance en mode passe route. Hein. Moi je m'en souviens, ça m'était arrivé un client, on n'avait pas compris pourquoi son MySQL ne marchait plus, il n'avait plus accès à sa base de données. Bah, il y avait un petit malin, je crois que c'était son cousin ou son fils qui avait essayé de se connecter. Il avait tapé la date de naissance de papa et puis du coup plaf, il était en route. Alors bon, c'est vous dire des fois, c'est inattendu, mais ça arrive. Donc générateur de mot de passe, c'est très important. Voilà. Donc là, on a installé donc les paquets. On va tout simplement faire un reboot du serveur pour voilà pour qu'il puisse bien installer les paquets. Donc là, on voit qu'il est en train de redémarrer. Voilà, donc c'est parfait, c'est parfait. Voilà, donc là il est en train de démarrer tous les services et là on va pouvoir se reconnecter en route sur notre serveur. Et voilà. Donc là,
on va pouvoir aller tout simplement tester notre serveur Apache. Donc mon serveur c'était .1.52. Voilà, donc là on peut tout simplement voir que notre serveur Apache il est en fonction, donc c'est parfait. On va pouvoir y balancer des fichiers HTML et des fichiers PHP. Donc là, on va utiliser une technique que je plébiscite particulièrement parce qu'elle ne nécessite pas l'installation de serveurs FTP externes. On va tout simplement utiliser le protocole SSH de transfert de fichiers qui s'appelle le SFTP. Voilà. Ça nécessite pas d'installation superflue sur le serveur et ça permet quand même de transférer des fichiers à une vitesse très correcte pour des fichiers web. Donc tout simplement, c'est à mon avis la meilleure solution quand on utilise une VM de ce style. Voilà. Donc là, on va rentrer nos identifiants. Donc comme vous pouvez le constater, moi j'utilise FileZilla, hein, c'est une préférence personnelle. Vous pouvez utiliser tout autre client, ça marche aussi. Voilà, donc là, alors c'est très important encore une fois, le port 22. Le port 22, c'est le port du SSH, mais c'est aussi le port du SFTP. Si vous mettez le port 21, c'est le port du FTP, ça ne marchera pas. Donc attention, gros wording sur le port 22, sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc pour accéder au répertoire où sont stockés les fichiers web, on va tout simplement aller ici dans site distant. Pour ceux qui utilisent FileZilla, on va taper /var /www. Voilà. Donc là on a le fichier index.html. On a le fichier index.html de base, donc on va le supprimer tout simplement. Oui. Voilà. Et on va aller balancer, je pense, ouais, on va aller balancer 2-3 fichiers HTML pour s'assurer que le serveur marche bien. Donc moi je vais aller chercher ça sur mon FTP à moi. Donc on va prendre une application PHP toute simple. Voilà. Donc on va créer une nouvelle connexion ici. Alors, tac. Tac, ici. Alors non, je me suis trompé. Voilà. Et là, hop. Et là le port 21. On va établir une connexion dans un nouvel onglet. Et voilà, parfait. Donc là ici on va prendre... allez, que va-t-on prendre alors? Bah tiens, on va prendre l'URL shortener tout simplement. Ouais, on va prendre le shortener URL, parfait. C'est parfait, donc on va prendre lui, on va le glisser sur le bureau, tout simplement. Allez, vas-y chouchou, voilà, c'est parfait. Aïe aïe aïe, macOS X, nom de dieu de merde, c'est pas possible. Ah là là. Bah sur Windows par exemple, ça, je savais pas que sur macOS X c'était pas possible de glisser les fichiers sur le bureau comme ça, hein. C'est une découverte. Là franchement, je suis très étonné que ça ne fonctionne pas, mais bon, l'univers Mac, hein, c'est comme les voies du Seigneur, c'est assez impénétrable hein, quand même, et dans tous les sens du terme. Voilà, donc ça c'était la petite blague grasse de la journée, hein, même si elle n'était pas très drôle, je le conçois. Donc là on va prendre nos fichiers et on va les upload sur notre serveur. Et voilà. Donc là on peut constater qu'il est là, donc on va tout simplement on va retourner sur notre serveur et on va constater la fonction ou pas du serveur tout simplement, on va voir si ça fonctionne quoi. Voilà, donc là visiblement les applications PHP elles fonctionnent, c'est parfait, voilà. Donc là on va commencer la configuration du serveur MySQL qui va passer par l'installation de phpMyAdmin, donc qui est un utilitaire très très simple pour administrer ces bases de données MySQL, hein, vous devez sûrement connaître. Alors phpMyAdmin.net ici, paf, et voilà. Donc là on va tout simplement télécharger la source
en 7 zip. Alors, je précise juste qu'il existe une autre manière d'installer phpMyAdmin qui nécessite donc les installations de paquets de Linux, hein, donc comme on vient de faire pour installer Apache, on peut tout à fait installer phpMyAdmin de cette voie-là, mais je préfère moi personnellement installer phpMyAdmin comme ça. Moi franchement c'est une préférence, hein. Donc j'avais oublié que macOS X ne prend pas en charge les fichiers 7-zip de base. Steve Jobs, je te remercie vraiment, t'as fait du beau boulot. Alors voilà, ici c'est parfait, il a décompressé, voilà. Donc ça c'est nos fichiers, le fichier des phpMyAdmin, et juste avant de les upload, on doit faire un petit truc, c'est qu'on doit changer le nom d'un fichier PHP. Donc le fichier PHP, sauf erreur, c'est simple.config. Alors, sauf erreur de ma part, c'est quelque chose comme ça. Oui, c'est config.simple. Oh, bon, je sais plus, alors attends. Alors, ah putain, présentation, par icône, par liste, aligné par nom. Voilà, t'es chou. Oh putain. macOS, nom de Dieu. Bon. Où est-ce que tu te caches? Ah voilà, c'est ça. config.100.inc.php. Voilà. Donc on doit modifier le nom et garder que le config.inc.php, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est une modif à faire absolument, sinon votre phpMyAdmin ne va pas fonctionner. C'est très 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 important. Je rappelle, le fichier s'appelait config.simple.inc.php et vous devez le renommer comme ceci à config.inc.php, sinon ça ne va pas marcher, et voilà. Donc on va tout simplement aller chercher les fichiers dans FileZilla, excusez-moi. Alors, hop. Donc les fichiers se trouvent sur mon desktop. Sauf erreur. Alors, système, users, aïe 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 aïe. Hop, desktop. Il n'était pas dans mon desktop, il était dans les téléchargements. Hop là. Donc ici, phpMyAdmin. Voilà. Donc là, c'est nos fichiers. Donc on va tout simplement créer un dossier qu'on va nommer SQL, ou bien vous pouvez le nommer mais SQL admin, enfin nommez-le comme vous voulez, hein, ça change au final pas grand chose au fait que ça a marché. Donc là on copie les fichiers de phpMyAdmin sur le serveur, donc ça va assez vite, c'est normal, on est en local. Des fois on est même surpris que ça aille vite, hein. Ouais. Parce que bon, si je vous disais avec quel genre de FTP des fois j'ai connu, pour transférer 2 mégas de données, il fallait laisser tourner la machine la nuit, quoi, parce qu'on n'y arrivait pas. Hein, pour copier 500 fichiers, j'ai mis 6h30, des serveurs américains. Aïe aïe aïe, c'est ricain, on a dit. Bon, voilà, c'est parfait. Donc ici, on va pouvoir se connecter à notre serveur MySQL. Donc là, tout simplement /SQL pour accéder à notre phpMyAdmin. Et voilà, l'interface de phpMyAdmin est là. Notre utilisateur, c'est bien sûr root, et le mot de passe, c'est bien sûr 1, 2, 3, 4. Et voilà. Donc normalement, là, on a accès à notre base de données. Excusez Safari, il est comme ça. Aïe aïe aïe, nom de Dieu de Safari. C'est terrible. On va essayer avec Firefox, hein, ça va peut-être mieux marcher. Allez, vas-y, voilà, chef tab. Alors, hop. Voilà, il charge. Il est beau, il est beau, il est beau. Voilà, donc nous, en ce qui nous concerne, donc on a pratiquement terminé la config. Donc juste rapidement vous rappeler ce que c'est que phpMyAdmin. phpMyAdmin, c'est tout simplement ça. Donc là, il vous dit qu'il manque l'extension mcrypt, donc ça limite
c'est pas trop grave vu que c'est un serveur destiné au développement entre guillemets en local. Hein, vous pouvez bien sûr rediriger le port 80 sur votre VM et avoir accès depuis l'extérieur, donc pour montrer aux autres le rendu de votre travail. Donc ça c'est de toute façon possible car votre VM est détecté comme votre modem comme une machine à part entière. Donc tout ce qui est possible de faire avec votre machine locale, vous pouvez le faire avec votre VM. Donc ça c'est un grand avantage. Donc encore une fois ici on a les outils de base de données, donc on peut créer des bases, on peut exporter, importer, donc voilà, on peut pratiquement tout faire. C'est pour ça que moi j'aime bien PHPMyAdmin. Il y a d'autres outils qui sont logiciels, qui sont peut-être plus lourds, alors que là on a vraiment une interface simplifiée pour l'utilisation au quotidien. Voilà. Donc écoutez, nous en ce qui nous concerne, donc on a terminé ce tutoriel. Donc je ferai peut-être un tutoriel un peu plus poussé pour les gens qui veulent configurer un serveur dédié cette fois-ci, qui va être leur hébergement principal. Donc là, sachez qu'il faut surtout pas prendre cette config comme base pour du serveur dédié, car c'est pas du tout sécurisé. Là c'est juste pour tester ces applications PHP, pour limite bidouiller un peu avec Linux ou quoi, mais faut surtout pas utiliser cette config comme base pour un serveur de production, quoi, hein. Surtout pas, parce que là vous allez vous prendre des trucs dans la gueule. Enfin, c'est assez incroyable, hein, quand je veux dire, Apache est installé en route, MySQL est installé en route, c'est-à-dire que quiconque aura pris le contrôle sur votre serveur MySQL ou sur votre serveur Apache sera capable d'exécuter des commandes en route depuis votre serveur, et ça peut vous nuire. Donc du coup, je referai, je pense, un tutoriel pour une utilisation en production, mais là c'est vraiment pour de la VM, quoi. Voilà, donc écoutez, bah, je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. Encore une fois, il y aura un PDF qui sera disponible avec le tutoriel pour tout ce qui est des commandes et de la méthodologie d'installation. Donc tout ça, ça va être disponible. Dans tous les cas, moi je vous remercie et je vous dis à une prochaine. Merci, au revoir.